Je repose la question et elle vaut d'être posée. Comment est-il possible en France qu'on interdise à des familles de voir une dernière fois un parent, un père, une mère, un frère qui meurt du Covid en ce moment-là, dans les hôpitaux parisiens? C'est à ce moment ultime de l'existence d'un proche. Et pas du tout théorique comme question. Merci beaucoup Stéphanie Bataille d'être avec nous ce soir. Vous êtes comédienne, vous êtes directrice déléguée du Théâtre Antoine à Paris. Vous avez vécu une expérience très récemment avec votre père qui vaut d'être racontée parce qu'elle est stupéfiante. Votre père avait quel âge? 81 ans. 81 ans. Il a besoin, on voit sa photo, il s'appelle Étienne Drabeur, c'est lui-même aussi un comédien, un acteur qu'on peut reconnaître parce qu'on l'a vu dans des films. Et alors, il est malade du cœur, votre père. Il a besoin d'une intervention, ça se passe en décembre. Exactement. Il est admis dans quel hôpital? Alors, à la Pitié-Salpêtrière, où ça se passe très très bien, il est tout à fait en confiance avec son chirurgien, qui est formidable. Il rentre à l'hôpital le 13 décembre, c'est un dimanche. Il est testé donc, pour le Covid, il est négatif, il a son intervention le 14 décembre. On lui met un clip sur la valve mitrale. Donc une intervention qui ne mérite pas non plus, il n'y a pas de quoi convoquer la presse. Voilà, il est très heureux, il attend vraiment cette opération-là parce que ça va permettre il va pouvoir retrouver son souffle et pouvoir remarcher et regagner les musées quand ils seront ouverts. C'était sa grande envie, retourner au théâtre ou aller se promener un peu dans la rue. C'est quelqu'un de très vivant. Hein, très très vivant, qui aimait exactement. beaucoup le contact et qui aimait la vie et voilà, il nous l'a transmis, je pense, à mon frère et à moi. Donc c'était quelqu'un de toujours dans la joie. Et donc il était très heureux à l'issue de cette opération, très content, pas de masque à oxygène, content, heureux. Nous aussi, ça se transmet, de voir notre père dans cet état. On lui apportait à déjeuner tous les jours parce qu'il était aussi fin gourmet, donc il aimait la vie, on est ce qu'on mange, donc très bien, on lui apportait à déjeuner. On passait du temps avec lui, sans trop le fatiguer non plus, mais il était vraiment très bien. Et puis au bout de 4 jours, son état a commencé un peu à se dégrader. J'ai pas trop prêté attention. Le personnel hospitalier non plus, je ne l'incrimine pas, mais c'est vrai qu'il y a maintenant, il faut faire attention, je le dis à ceux qui nous écoutent, un petit peu de tout, un petit peu fatigué, se mouchant, bon, et on n'y prête pas vraiment plus d'attention que ça. Et puis, vers le 19 décembre, là, l'état se dégrade. Donc, il pense qu'il a un problème au niveau de sa valve mitrale, donc on fait des examens, mauvaise irrigation du cerveau, et en réalité, c'était un emballement du Covid. Il est testé pour le Covid exactement le 24 décembre. Pendant toute cette période-là, il est toujours en unité cardiaque soins intensifs. Je salue les infirmières qui sont extraordinaires, son médecin, inquiet, mais on ne sait toujours pas ce qu'il a. Le 24, on le teste, on a le résultat du test. Dans un hôpital aussi, c'est 2 jours, c'est comme dans un laboratoire. Et surtout, il y avait aussi Noël. Donc le 25, on n'a pas de résultat. Et le 26 décembre, le jour de sa fête, on apprend. Il apprend aussi, parce qu'on lui annonce qu'il a la Covid. Et il dit « je vais me battre ». Formidable. Et on n'est pas plus inquiet que ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte aussi d'insouciance, parce qu'on est rassuré d'être à l'hôpital, c'est vrai. Normalement, c'est un lieu qui doit rassurer. On ne peut pas imaginer d'attraper le Covid à l'hôpital. Quand on rentre à l'hôpital, c'est qu'on a une maladie, et puis on va être guéri de cette maladie. Mais on ne pense pas, même si on nous raconte évidemment et que ça existe, qu'il y a des maladies nocosomiales, des staphylocoques dorés, on peut avoir plein de choses, mais je me bats aussi pour que ça n'existe plus. Ce n'est pas normal de dire je peux rentrer à l'hôpital, je suis très malade, mais on peut me rajouter quelque chose. Normalement, on va à l'hôpital pour qu'on nous enlève quelque chose et qu'on nous redonne du soin. Tout ça pour vous dire que jusqu'au 30 décembre, on le soigne. Les médecins trouvent des protocoles de le guérir à l'aide d'antibiotiques et ça ne fonctionne pas. Donc, gros problème respiratoire, problème d'oxygène. Donc, on va le changer d'unité au sein de la Salpêtrière. On va le sortir de l'unité cardiaque pour aller en unité Covid gériatrie, qui est un pavillon qui est juste en face. À l'aide d'une ambulance, on l'y a accompagné. Là, le 30 décembre au soir, je suis accueillie par 2 médecins, femmes formidables, 35 ans, qui me disent, voilà, votre papa ne va pas bien du tout. Il fait l'orage cycotinique. Donc je vous explique, vous devez savoir ce que c'est, mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, vous avez toutes vos défenses immunitaires qui se battent contre vous au lieu de se battre pour vous. Donc c'est très très fatigant pour les poumons, pour le cerveau, tout est complètement enflammé. C'est pour ça qu'à un moment donné, au début de semaine, on nous parlait de la colchimax ou de la colchicine, qui est un médicament, je ne suis pas médecin, mais ça m'intéresse parce que mon père aussi parfois faisait des crises de gouttes, donc c'est un médicament
qui m'est familier. Bon, on ne lui donne pas ce traitement-là, mais on dit, on va trouver, il va avoir une machine qui est extraordinaire. Donc, je parle aussi de cette machine qui s'appelle l'Optiflow. C'est une machine que l'on met, c'est une sorte de lunette optique, comme des lunettes, et avec 2 petits tubes en plastique qui vous rentrent dans les narines et qui vous pulsent très très fort l'oxygène, qui n'est pas abrasif et qui est beaucoup mieux qu'un masque, car on a l'usage de la parole. Donc il est traité dans l'unité Covid. Le 30 décembre, il entre dans l'unité Covid. Vous voyez des médecins qui vous expliquent quel va être son traitement. Voilà, mais qu'il va très très mal. Voilà, ils me disent, voilà, on risque de vous appeler dans la nuit. Quel est le numéro de téléphone de la personne de confiance? Je donne donc celui de ma mère. Et on me dit, et je dis, j'aimerais le voir. Ah non, vous ne le verrez qu'au dernier moment. Alors déjà, ça c'est très très dur à entendre. Ça veut dire quoi le dernier moment? Au moment où il va mourir. C'est-à-dire le dernier souffle. On vous dit au dernier moment. Au dernier moment. C'est-à-dire qu'on anticipe déjà sur son décès oui. À ce moment-là? Oui, on dit, voilà, il fait l'orage psychotinique, 81 ans, c'est compliqué. Donc vous repartez avec l'idée que vous le verrez une dernière fois, mais que ce sera voilà, et que c'est imminent, oui, et que ça sera la fin. Donc on vous dit ça et on vous laisse avec ça sur les bras. Et c'est ce qui se passe dans cette unité-là. Ah, moi, je parle de ce que j'ai vu. Voilà. Ça veut dire que quand on entre à ce degré de... Non, alors j'ai posé la question, est-ce que vous avez des résultats probants? Oui, on en a. Généralement, ils sont très bons. Et au bout de 2 jours, notre père sort de son orage psychotinique. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On le voit à l'aide d'un écran, des écrans comme des écrans iPad, qui sont utilisés par des jeunes. Vous avez un contact avec lui? On a un contact par l'image, exactement. D'accord. Pendant une demi-heure chaque jour, mais pas le week-end, parce que ces jeunes qui font le service civique, évidemment, doivent avoir des week-ends. Donc, on est donc en contact avec notre père, et là, on le voit, et il a cet appareil, mais il va à la parole. Et après? Et là, on demande à le voir. Et là, on nous dit non, vous ne pourrez pas le voir. Il n'y a personne qui rentre en unité Covid. Alors, quand M. Martin Hirsch ose me dire, il y a quelques instants, par le biais d'une autre émission, que j'aurais pu le voir, ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit de rentrer en unité Covid. Que, physiquement, vous allez à l'hôpital, votre frère va à l'hôpital, dit « je veux voir mon père », on vous dit « non, ça n'est pas possible ». Oui, alors, et lui, vous savez qu'il vous réclame ou pas? Ah bah oui, il nous dit à travers l'écran, Stéphanie, Stanislas, rapprochez-vous, sortez-moi de là, je vais crever. Sortez-moi de là, je vais crever. Il sentait qu'il partait parce qu'il avait aussi ce manque de nous. Et nous, on avait évidemment ce manque de lui. Et vous voulez dire que ce manque de vous, ça n'a pas arrangé son état? Ah bah, ça n'existe pas. Les gens se retapent ou redeviennent en bonne santé. Évidemment, il y a des pathologies qui sont très, très, très graves. Mais c'est vrai que d'avoir un contact humain, je ne dis pas que c'est une guérison totale, mais ça contribue pour le moral, c'est très, très important. Or, Stéphanie Bataille, vous ne l'avez jamais revu? Alors, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai revu. Donc, l'état commence à se dégrader. Les infirmières formidables disent, écoutez, votre père est vraiment très, très déprimé. Donc, tous les plats que mon frère apportait à l'heure du déjeuner, il ne voulait pas les manger. Il lisait juste les petits mots qu'on lui écrivait sur chaque plat. Papa, bats-toi, t'es le plus fort, vas-y, tu vas gagner. Et puis, au bout des 5 derniers jours, enfin même 6 ou 7 derniers jours de sa vie, il ne voulait plus s'alimenter. Il regardait juste les mots. Il était triste. Les derniers jours, le jeudi, avant qu'il ne parte, on l'avait vu avec l'écran, il était dans son lit, et je disais papa, il me faisait chut, 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 parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas sorti. Le vendredi soir, l'équipe médicale a pris la décision de le faire repartir en unité cardiaque, parce que son cœur, évidemment, était fatigué. Le Covid demande beaucoup d'énergie, c'est très, très fatigant, parce que papa était toujours positif. Mais ce qui est important de dire, c'est que le mercredi, on nous a dit, votre père, écoutez, va mieux, il faudrait trouver une maison de santé pour qu'il puisse réapprendre à marcher. On regarde une maison de santé à Paris, on trouve, on était à 2 doigts de faire les démarches. Et vendredi, patatras, ça va pas très bien, il s'épuise au niveau du cœur et il repart en cardiologie. Là, en cardiologie, mon frère, on nous appelle le dimanche en disant l'état de votre papa est en train de se détériorer. Il a fait une nuit très très énervée, on lui a attaché les mains, donc déjà c'est quand même... Voilà, violent, parce qu'il n'y a pas d'Optiflow en cardiologie, parce que paraît-il, on n'en a pas besoin. On met juste le masque à oxygène. Et alors? Et là, le dimanche, on a dit qu'on pouvait venir. Je suis arrivée, et c'est vrai que j'ai baigné dans les yeux de mon père, qui avait un regard
magnifique. Et je pense que ce que j'ai vécu, il y a beaucoup d'autres gens qui l'ont vécu avant. Je ne veux plus qu'ils le vivent après. J'ai vu mon père, donc il n'allait pas bien du tout. On a refait son lit parce qu'il fallait refaire son lit. Et le lendemain matin, on nous a appelé en disant que ça n'allait pas bien, qu'on allait lui donner un peu de morphine, pas pour le faire partir, parce que c'est important aussi pour les malades d'en prendre, parce que ça peut être aussi un dopant pour s'en sortir. Et il s'est éteint définitivement à 10h45, main dans la main avec mon frère. Ce ne sont pas des conditions humaines, dites-vous. Non. Vous avez eu comme une triple peine. Il a attrapé le Covid. À l'hôpital. À l'hôpital. Ce n'est pas possible. Alors qu'il est entré testé négatif. Et ensuite, vous n'avez pas pu le voir. Et quand il est décédé, vous ne l'avez pas vraiment vu. Après, il était, vous dites, dans le plastique. Je l'ai pas vu, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi est fait cette housse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'il est parti, l'équipe médicale était dans le couloir très triste parce que mon père avait un caractère très enjoué, comme je vous l'ai dit au début, donc un peu consterné. Je suis arrivée, mon frère était déjà là. On s'est habillé, je me suis habillée équipée comme une infirmière avec la surblouse, la charlotte, des gants et des surchaussures. Je me suis recueillie devant mon papa et après on m'a dit « vous ne le verrez plus ». Voilà. Et on ne l'a plus vu, on l'a revu juste avant de partir à l'église, dans son cercueil. Je l'ai vu donc dans la chambre funéraire, l'arrière-salle. Mais j'ose espérer que c'est mon père qui est dans ce cercueil. Je ne suis pas la seule à me poser cette question. Il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes qui se posent cette question, car il y a des milliers de personnes qui n'ont pas pu faire la reconnaissance du visage. Juste avant de fermer le cercueil, on reconnaît bien que c'est bien la bonne personne qui est dans le cercueil. Ce n'est pas entendable. Ce que je vous raconte, évidemment que je vous le raconte, c'est un témoignage par rapport à tout ce que les gens ont pu vivre avant et ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, et je ne veux plus d'après. Voilà, ça ne doit plus exister. On est vraiment dans la perte de l'humanité, on est dans la perte du rite de l'enterrement, du recueillement. On n'a pas le droit de nous priver de tout ça. Alors on n'a pas le droit non plus de rentrer à l'hôpital et de dire c'est normal, maintenant le Covid devient une maladie nosocomiale, on n'a pas le temps de faire le ménage, on n'a pas, évidemment, on est en manque de... Je voudrais qu'on aille justement rejoindre quelqu'un qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, mais qui aussi... je pense, comprend complètement ce que vous avez vécu. Serge Effès, bonsoir, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous nous aviez énormément émus déjà et interpellés lorsque, il y a quelques mois, vous nous aviez relaté, pour l'exemplarité que ça constituait, le fait que vous n'aviez pratiquement pas pu voir votre mère en EHPAD alors qu'elle est morte du Covid. Vous étiez battu et vous aviez dénoncé déjà l'inhumanité de ce qui se passait. Vous avez entendu Stéphanie Bataille. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire toujours la même chose, c'est-à-dire que cette inhumanité de la médecine, elle continue d'opérer et elle continue aussi encore d'opérer dans les EHPAD. Alors il y a eu des progrès, il y a eu des ouvertures, il y a eu des décrets autorisant les visites, mais c'est encore au compte-gouttes. Je reçois tous les jours, vous savez, des lettres de personnes qui sont privées de visites, ou c'est des visites tellement rares, tellement au compte-gouttes, tellement encadrées, que c'est effectivement au premier confinement. Ma mère était en EHPAD et elle a contracté le Covid. Elle était une des premières personnes à contracter le Covid. C'était encore au tout début, tout le monde était affolé. Et tous les patients dans l'EHPAD étaient totalement privés de visite depuis 3 semaines. Ils ne voyaient plus personne de leur famille. Tout était interdit. Ils étaient reclus dans leur chambre. Et moi, comme médecin, si vous voulez, j'ai eu la chance, en jouant sur ma carte de médecin, de pouvoir passer les 2 derniers jours de la vie de ma mère, et j'ai vraiment forcé les portes pour pouvoir le faire, et je me suis rendu compte de l'état de déréliction qui était dans cette EHPAD. Il y avait comme des fantômes qui erraient dans les couloirs, des malades que je connaissais, des pensionnaires que je connaissais qui n'étaient pas malades, mais qui rentraient dans la démence à une vitesse absolument considérable, qui s'accrochaient à mes mains dans le couloir en demandant des nouvelles de leur famille. Vous ne pouvez pas imaginer, c'était quelque chose de pathétique. Vraiment de pathétique. Serge, question simple. Encore une fois, vous avez une consultation, à la Pitié-Salpêtrière, dans une consultation psychiatrique et pédiatrique. Mais on peut pas on n'a pas le droit. C'est interdit de rendre visite aux patients atteints du Covid aujourd'hui à l'hôpital ? Dans les services de réanimation, dans les services de médecine intensive, dans la plupart des services, oui, ça n'est pas possible, ou de façon extrêmement encadrée. Et ça dépend, c'est un peu sous la volonté du chef de service. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que d'un point de vue... Vous êtes médecin, est-ce que vous dites que c'est la logique sanitaire, elle s'oppose à la logique évidemment humaine, comme dit Stéphanie Bataille ?
Qu'est-ce que Mais je vous suis en... médecin et je suis psychiatre, c'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas séparer le corps et l'esprit, et bien évidemment, et que la santé mentale et la santé physique, ça marche ensemble. On ne peut pas les dissocier comme ça. On ne peut pas traiter le corps d'un côté sans se soucier du minimum de bien-être que peut avoir un malade. Et le minimum de bien-être, c'est d'être relié, c'est encore d'être relié aux personnes qu'il aime, aux personnes qui lui sont chères, et que c'est ce contact, ce maintien du contact avec les personnes qui lui sont chères me paraît extrêmement favorable dans le fait qu'il va pouvoir lutter contre sa maladie. Sinon, les gens baissent les bras. Ils lâchent. Ils se sont abandonnés, ils lâchent et ils s'abandonnent eux-mêmes. Serge Effez, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était important, je pense que Oui. pour vous, c'est Oui. important d'entendre. Mais Serge il faut que ça Effez. bouge, vous êtes d'accord, docteur? Pardon, excusez-moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge, pour que ça n'existe plus? Ça ne fera ni revenir votre maman, ni mon père, mais comment faire? Ben voilà, il faut faire ce que j'ai essayé de faire au premier confinement, c'est-à-dire d'alerter le plus possible. Et il me semble que ma voix avait été entendue à l'époque, puisqu'on a recommencé à autoriser les visites dans les EHPAD, mais c'est pas encore suffisant. Et il faut le dire, il faut que les associations de malades puissent protester, c'est-à-dire faire une vraie ligne de force par rapport à ça. Et pour une Stéphanie Bataille qui vient, et on vous en remercie, témoigner, beaucoup le vivent évidemment dans le silence, dans la frustration et dans la douleur, cette perte qui ne peut pas vraiment être accompagnée. Absolument. Et par rapport à ce que va être le deuil, ce que va être la séparation avec la personne qu'on a aimée, eh bien, ce qui est quelque chose, voilà, le deuil aussi, c'est humain, la mort, ça fait partie de la vie. Se séparer des gens en les embrassant, en leur disant qu'on les a aimés, en leur tenant la main, eh bien, ça permet de se séparer dignement et de faire. Alors, j'aime pas beaucoup le mot travail de deuil, que je trouve un petit peu comme ça, un peu inhumain aussi, mais enfin, en tout cas, de faire d'opérer cette séparation douce à l'intérieur de soi par rapport à cette personne qu'on a aimée. Vous recevez beaucoup de témoignages depuis que vous avez commencé. Vous avez les larmes aux yeux, Oui. Stéphanie Bataille. Je vais me ressaisir. Oui, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu la même chose que monsieur le docteur ou moi. C'est-à-dire que ça ne doit plus exister. J'ai même honte d'avoir à parler de ça. Vous comprenez? On est au 21e siècle, c'est une perte d'humanité totale. Qu'en pensez-vous, docteur? C'est même gênant d'avoir à parler de ça. Mais je me sens investie de devoir en parler. Parce que ça ne doit plus exister. C'est incroyable. Enfin, comment peut-on nous priver de voir la personne d'un père ou d'une mère? Il y a des gens aujourd'hui dans des EHPAD qui ne peuvent pas voir leurs parents. Mais on a le droit de prendre en otage des gens comme ça? Est-ce qu'on a le droit déjà? Écoutez, il y a une quelques secondes, technicité. Serge. Oui, en 2 secondes, il y a une technicité de la médecine qui malheureusement va à l'encontre de cette humanité. Mais c'est vrai que l'humanité, depuis que l'aube de l'humanité, c'est le soin aux morts, c'est les sépultures, c'est d'enterrer les morts. Les humains ont commencé à être des humains à partir du moment où ils ont pu honorer les morts et donc se situer eux-mêmes dans une lignée et dans une descendance. Merci beaucoup, Serge Effez. Il y a à la fois les personnes qui vivent ces situations extrêmement douloureuses comme vous, et puis il y a les malades, votre père, qui affrontent l'hôpital seul. Voilà, deux douleurs. Merci d'en avoir témoigné, Stéphanie Bataille. Merci beaucoup de m'avoir reçue et je pense à toutes ces familles qui sont endeuillées et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et je ferai tout pour qu'elles soient entendues et surtout que ça change. Voilà, je ferai tout ça, je vous le promets. Je pense que, en tout cas, votre témoignage résonne chez beaucoup et dans beaucoup de familles. Merci à vous.